Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence de la communauté Habitat Logement d'Idéalco. Je suis Clémentine Boiteau, la responsable de la communauté. On est réunis aujourd'hui pour parler des mutations au sein du parc social. Donc, dans le cadre des jeudis de l'habitat, nos rendez-vous presque mensuels en partenariat avec l'ADCF et Espacité. Et aujourd'hui, donc, pour parler notamment des outils et dispositifs dans le cadre des mutations du parc social, nous avons le plaisir de recevoir Madame Anne-Catherine Ledeuf d'Espacité et Monsieur Damien Ravel, chargé de projet attribution et gestion sociale à la ORIF. Messieurs, dames les participants, avant de laisser la parole aux intervenants, je vous rappelle que vous avez un module de chat juste en dessous de l'écran. Donc n'hésitez pas à poser des questions en direct, on est là pour ça, je reçois les questions et j'en fais part à nos intervenants. Alors aujourd'hui on va le faire, les questions à deux moments, entre les deux parties de l'intervention de Monsieur Ravel. Voilà, n'hésitez pas à interagir en direct, je vous souhaite une bonne webconférence à tous, à tout à l'heure. Ah oui, je vous laisse la parole et je vous mets votre présentation. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a pris le parti avec l'Association des communautés de France d'organiser une webconférence sur le sujet des mutations au sein du parc social pour deux raisons. À la fois parce que de plus en plus de territoires sont confrontés à une baisse de la mobilité résidentielle, et c'est le cas en particulier de l'Île-de-France, j'y reviendrai, et puis aussi parce que c'est un sujet qui bouge à la fois parce qu'un certain nombre d'évolutions législatives récentes sont revenues sur un certain nombre de principes et d'obligations réglementaires qui s'imposent aux organismes HLM, la loi égalité et citoyenneté, la loi Elan plus récemment, et puis parce que sur initiative locale, de plus en plus de démarches portent la volonté d'accompagner davantage, de développer des accompagnements plus qualitatifs de cette question des mutations au sein du parc social, et c'est le cas de l'Île-de-France et notamment de l'initiative portée par l'AORIF, pour laquelle effectivement nous avons pris le parti d'organiser cette webconférence aujourd'hui afin de présenter les deux instruments opérationnels sur lesquels l'association régionale a planché et qui pourra, si ce n'est complètement inspiré d'autres territoires, en tout cas donner à voir la manière dont cette question des mutations au sein du parc social, au-delà des obligations réglementaires, peut faire l'objet d'innovations locales, à la fois pour les organismes HLM, mais aussi pour les collectivités locales et les intercommunalités, qui sont les acteurs de plus en plus impliqués sur cette question des mutations. Donc, question importante, je le disais. Alors, on va effectivement aujourd'hui plus particulièrement s'intéresser au cas spécifique de l'Île-de-France. Sujet important en Île-de-France puisque, et là je fais référence à différents travaux, d'abord à des travaux menés par les services de l'État en Île-de-France autour de l'exploitation des données de l'enquête nationale logement, ENL, sur la période 2006 à 2013 et qui montrent très clairement une évolution délicate, pour ne pas dire négative, des mobilités en Île-de-France, avec un certain nombre d'indicateurs qui montrent les plus grandes difficultés auxquelles sont confrontés les franciliens dans l'exercice de leur mobilité. Alors, pour autant, donc difficultés de plus en plus prégnantes, et on verra quelle place occupe le parc locatif social dans ces trajectoires résidentielles, donc de plus en plus difficiles. Pour autant, les ménages franciliens sont très demandeurs dans l'exercice d'une mobilité. L'aspiration à la mobilité est forte puisque l'enquête ENL montre qu'un ménage francilien sur 3 souhaite déménager, c'est assez considérable, et ceci sous 3 motivations principales. Tout d'abord, et ça paraît légitime et assez naturel, sous le fait d'un changement de la composition familiale, donc des ménages plus grands ou plus petits qui bien évidemment ont besoin de mieux faire adhérer la typologie de leur logement à la typologie de leur famille. Donc c'est plus de la moitié des ménages qui souhaitent déménager pour ce motif-là. Et puis deux autres facteurs importants dans ce choix de mobilité, le changement de localisation qui peut être impulsé par des préoccupations différentes, rapprochement de domicile-travail, difficulté d'appropriation de son environnement urbain, et aussi volonté et aspiration de changement de statut d'occupation, qui est un point extrêmement important aussi dans la capacité qu'ont les ménages à passer d'un segment du parc à l'autre. Donc aspiration à la mobilité qui est forte, et pour autant mobilité des franciliens qui diminue entre 2006 et 2013, avec un certain nombre de chiffres qui l'attestent. Déjà
une diminution des mobilités entre différents segments du parc, donc entre le parc locatif social, le parc locatif privé et le parc en propriété occupante, et tout particulièrement marqué par un rôle de plus en plus marginal, en tout cas un parc locatif social, parc locatif privé, qui joue de moins en moins son rôle, puisqu'on voit que on observe sur la période 23% de mobilité en moins vers le parc locatif social depuis le parc locatif privé, et plus de la moitié, aussi 56% de baisse vers la propriété occupante. Donc, difficulté à passer d'un segment du parc à l'autre, mais aussi baisse de mobilité en sein même des différents segments du parc. C'est là où on s'intéresse plus particulièrement au sujet d'aujourd'hui, puisqu'on voit une baisse de mobilité de 1,5% au sein du parc social, 16% au sein du parc en propriété occupante et 18% au sein du parc locatif privé. Donc, tous les segments du parc sont concernés, et bien évidemment également le parc locatif social. Alors, tout ceci a bien évidemment des effets sur la trajectoire résidentielle des ménages déjà occupant un logement, mais aussi en cascade, la capacité pour des nouveaux entrants dans ce parc de logement à pouvoir effectivement aspirer à leur volonté d'un logement autonome. Et on voit globalement une baisse des ménages entrant dans un logement au titre de la loi de l'enquête nationale logement de 30%, ce qui est effectivement considérable. Donc des effets en chaîne de cette baisse des mobilités qui bien évidemment concerne en tant que tel le parc locatif social, je disais tout à l'heure, dans un contexte où le parc locatif social en Île-de-France est significatif, puisque c'est près du quart des résidences principales. Donc la baisse de la mobilité dans le parc social effectivement pèse en quelque sorte. Et pour corollaire de la baisse de la mobilité que j'évoquais tout à l'heure, on voit que la durée de présence dans son logement locatif social s'étend avec plus 1,5 ans entre les deux enquêtes ENL. Donc aujourd'hui, la durée de présence dans son logement locatif social est de près de 15 ans, ce qui paraît finalement assez paradoxal par rapport à l'appréciation et au rôle que l'on peut souhaiter accorder au parc locatif social qui, depuis très longtemps, avait été imaginé comme une première étape du parcours résidentiel des ménages. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On exerce plus longtemps que par le passé, effectivement, une trajectoire au sein même du parc locatif social, et on est effectivement moins mobile. Cette baisse des mobilités dans le parc locatif social pose donc aussi des problèmes d'accès, puisqu'on observe toujours au titre de cette enquête une baisse de la mobilité plus marquée pour les entrées que dans les sorties du parc locatif social. Donc là aussi, on voit tous les effets en chaîne que ça peut avoir sur les marchés du logement en Île-de-France, une baisse de 4% des sorties du parc social contre une baisse de 32% pour les entrants. Et au sein même du parc social, les mobilités baissent également. 2,5%, je le disais tout à l'heure, c'est moins de 2000, c'est 2000 mobilités en moins au sein du parc locatif social. Alors ça, c'était des premiers éléments de constat quantitatifs. Si on s'intéresse à des éléments plus qualitatifs, on voit bien que l'aspiration à la mobilité, elle est importante sur l'ensemble des segments du parc, mais aussi elle est importante au sein du parc social, avec un certain nombre d'éléments qui distinguent les demandeurs d'un logement social qui sont déjà logés dans ce parc social. Alors, ils se distinguent par différents critères, déjà par leur profil. Là, j'ai exploité les données d'une étude qui a été publiée à la fois par l'ADRIL et par l'USH. On voit que, bien évidemment, assez naturellement, les demandeurs d'un logement social qui y sont déjà logés sont plus avancés dans leur trajectoire résidentielle, puisque vous voyez qu'ils sont plus âgés. Les demandeurs d'un logement social déjà logé ont en moyenne 45 ans contre 39 quand ils ne sont pas logés dans le parc social, de taille plus grande, 3 personnes contre 2 personnes, avec un profil plus nettement familial, puisqu'on a dans ce cas 40% de familles avec personnes à charge, contre effectivement seulement 20% pour les demandeurs tout profil confondu, et également en situation socio-économique plus stable, avec une part plus importante de ménages qui sont en situation de CDI. Pour autant, ce sont des ménages qui ont besoin toujours d'accéder au parc locatif social, puisque leurs revenus sont finalement les mêmes que ceux qui ne sont pas déjà logés aujourd'hui. Donc on voit bien le rôle très important que joue finalement aujourd'hui dans la durée la mobilité au sein du parc locatif social, puisque les ménages ont des réelles difficultés à entrer sur le secteur concurrentiel. Deuxième point qui distingue les demandeurs d'un logement social qui sont déjà logés dans ce parc, c'est la nature des motifs et les aspirations qui sont les leurs, puisque on voit là encore de manière assez naturelle
cette aspiration à un logement plus adapté à la taille de son ménage. Le premier motif de demande d'un logement social, c'est l'appréciation d'un logement trop petit. Pour autant, on voit aussi d'autres critères qui sont peut-être moins marqués dans le reste de la mobilité au sein du parc locatif, avec des problèmes d'environnement et de voisinage qui peuvent nécessiter ce choix de mobilité de la part des locataires du parc social et qui effectivement souhaitent pouvoir accéder à un environnement qui leur est plus favorable, voire résoudre des difficultés de voisinage. Et puis le troisième motif de souhait de mobilité, c'est le coût du logement qui est jugé trop élevé. Et donc on voit aussi là ce rôle de la mobilité pour faire mieux adhérer les ressources des ménages avec le niveau précis du loyer auquel il doit faire face. Autre point qui est effectivement important, il y a l'aspiration effectivement à changer d'environnement. Pour autant, l'attachement à la commune est assez important, puisqu'on voit que 62% des demandeurs de mutation souhaitent rester dans leur commune d'origine, ce qui est effectivement un point extrêmement important dans la manière dont les organismes HLM et les collectivités locales vont pouvoir accompagner ces aspirations à la proximité. Et puis également, effectivement, des demandeurs qui souhaitent pouvoir rester dans la même intercommunalité. Peut-être dernier point d'analyse qualitative de ces aspirations à la mobilité des ménages déjà logés dans le parc social, c'est la manière dont leur demande est satisfaite, avec là aussi des éléments de comparaison intéressants avec la satisfaction de la demande au logement social en moyenne, puisqu'on voit que ces demandeurs déjà logés dans le parc social ont finalement un bon niveau de satisfaction de leur choix de localisation, puisque 70% des demandeurs de mutation ont obtenu leur premier choix de localisation, alors que ce n'est le cas que pour 59% des demandeurs qui ne sont pas dans ces situations de mutation. Donc ça, c'est un point qui est plutôt positif. Pour autant, point plus préoccupant, on voit que ces demandes sont satisfaites dans des délais plus longs que la demande des primo-entrants dans le parc locatif social, puisque ces ménages doivent attendre 5 mois de plus que les ménages qui ne sont pas déjà logés dans le parc social. C'est peut-être l'appréciation qu'ont certains organismes ou certaines collectivités d'une moindre urgence à accompagner ces besoins en accompagnement, puisque bien évidemment, c'est des ménages qui ont déjà la chance, si je puis dire, d'être logés dans un parc social. Voilà sur ces éléments de constat. Alors encore une fois, pourquoi organiser cette webconférence? C'est parce qu'il nous semble que c'est un sujet qui concerne à la fois les organismes HLM, mais aussi de plus en plus les collectivités locales et les intercommunalités. Donc c'est bien évidemment l'angle de positionnement des jeudis de l'habitat. Il y a un réel, bien évidemment, enjeu d'action publique autour de cet accompagnement à la fois des mobilités de plus en plus complexes et des mobilités qui font l'objet d'une aspiration forte de la part des ménages, avec différentes catégories d'enjeux, à la fois la fluidification et l'optimisation de l'occupation des logements. C'est aussi l'esprit de différentes évolutions législatives sur lesquelles je reviendrai rapidement, qui ont été dans ce souci de mieux faire adhérer la situation particulière des ménages logés dans le parc social avec les logements dont on a la disposition et la maîtrise, à la fois en termes de suroccupation, de sous-occupation, mais aussi d'efforts financiers, et ceci dans un contexte où la tension entre l'offre et la demande dans le parc social est de plus en plus lourde, et c'est le cas bien évidemment tout particulièrement en Île-de-France. Le deuxième enjeu d'action publique, c'est la satisfaction des aspirations des citoyens. On voit bien cette aspiration à la mobilité qui est très présente et qui bien évidemment interpelle les organismes HLM comme les collectivités locales dans un esprit d'accompagnement et d'engagement des pouvoirs publics. Autre point également important, c'est la question de l'équité dans l'exercice de la mobilité, puisque si on fait référence à des travaux d'analyse qui ont pu être menés dans le cadre des relogements, qui sont des mobilités imposées en quelque sorte, on voyait dans les différents travaux de recherche qui ont pu être réalisés à ce titre que certains ménages étaient moins enclins que d'autres à faire valoir leurs aspirations résidentielles parce que moins à l'aise dans la négociation avec les institutions et avec des capacités financières moindres et donc des capacités techniques, si je puis dire, à exercer cette mobilité qui sont plus complexes. Donc la question des mutations dans le parc social, c'est aussi cet enjeu de plus grande équité dans l'exercice des mobilités selon les différentes catégories socio-professionnelles des ménages. Et puis peut-être une dernière catégorie d'enjeux, c'est la question de la contribution des mutations au rééquilibrage social et territorial. Depuis la loi Lamy, mais aussi à l'aune de la loi Égalité et Citoyenneté, on voit que les trajectoires au sein du parc social sont aussi un levier de régulation des déséquilibres sociaux et territoriaux, et c'est là aussi bien évidemment un enjeu d'action publique sur lesquels les intercommunalités sont de plus en plus concernées.
Enjeux d'action publique donc, mais également des freins, sur lesquels je pense que nous reviendrons tout à l'heure avec l'intervention d'Amien Ravel, des freins qui sont internes au parc social, à la fois l'hétérogénéité des loyers, bien évidemment, un ménage a des capacités à bouger qui sont tributaires de l'adéquation entre ses revenus et les loyers et charges d'exercice du parc social, c'est un premier point. Deuxième point de difficulté, c'est l'éclatement des filières d'attribution, et c'est là où le protocole d'accord mené par l'ORIF est intéressant, pour voir de quelle manière on peut décloisonner ces différentes tuyaux, si je puis dire, d'accès au parc locatif social, qui bien évidemment ne facilite pas les mutations internes. Difficulté également à organiser les priorités entre les ménages primo-entrants dans le parc social et les ménages en capacité d'exercer cette mobilité. Coût marginal de la mobilité, puisque bien évidemment il y a des enjeux aussi pour les organismes d'accompagnement des freins que peuvent rencontrer les ménages, mais aussi des coûts pour les organismes, et puis parfois aussi un enjeu de culture professionnelle, puisqu'il peut paraître pour les collectivités comme pour les organismes plus pressant d'accompagner la satisfaction de besoins de ménages qui ne sont pas logés aujourd'hui dans des conditions satisfaisantes par rapport à des ménages qui ont effectivement déjà le bénéfice de pouvoir être hébergés dans le parc social, même si cette culture est en forte évolution. Donc on voit bien là tous les enjeux auxquels les collectivités locales et les organismes HLM sont confrontés, enjeux qui par ailleurs font résonance avec ces évolutions réglementaires que j'évoquais tout à l'heure et qui sont très importants et assez fréquents finalement depuis la loi MOL de 2009 qui avait assez fortement exprimé cet enjeu d'optimisation de l'occupation du parc social avec pour corollaire d'un côté la remise en cause du droit au maintien dans les lieux pour certaines situations, notamment le dépassement des plafonds de ressources et la sous-occupation, et puis aussi l'inscription obligatoire d'engagement de la part des organismes HLM dans leur convention d'utilité sociale. Donc la loi MOL est une loi très importante pour l'ouverture de ce débat au niveau national et local de la manière d'accompagner les mobilités et en particulier avec la primeur accordée à cet enjeu d'optimisation du parc social. La loi ALUR intervient également sur cette question, cette fois-ci peut-être plus particulièrement sous l'ambition de mieux accompagner la satisfaction de la demande et les stratégies résidentielles des ménages, qui est un point très important du plan partenarial de gestion de la demande, c'est permettre d'armer le ménage et de lui permettre de, en quelque sorte, mieux négocier avec les institutions cette question de la possibilité d'accéder au parc social, mais aussi d'exercer une mobilité. Donc le PPGD peut prévoir et doit prévoir des dispositions relatives aux mutations. La loi Ville de l'AMI en 2014, puis la loi Égalité et Citoyenneté, qui effectivement donne effectivement des orientations très importantes sur l'équilibre social dans l'occupation du parc sous couvert de niveau de revenus des ménages et dont les mutations peuvent être un des leviers très importants. La loi Égalité et Citoyenneté, donc la densité des lois qui évoquent la question des mutations est très importante, qui effectivement renforce la question du SLS avec l'inscription cette fois-ci centrale du débat autour des périmètres d'exonération du SLS dans les programmes locaux de l'habitat, avec aussi l'intention de pouvoir publier les logements libres dans la perspective éventuelle de permettre ce qu'on appelle la location choisie ou la location active, et puis renforcement de la limitation au maintien dans les lieux sous un certain nombre de critères. Et puis la loi Elan y revient, donc très récemment, avec la mise en place de ces fameuses cales mobilité qui doivent effectivement permettre de proposer aux ménages tous les 3 ans des possibilités de mutation dans et en dehors du parc social, et puis qui poursuit la réforme des attributions avec un certain nombre d'instruments opérationnels qui font écho aux réflexions et aux travaux que va nous présenter l'AORIF sur la question de la gestion en flux des contingents, par exemple, qui est effectivement un point qui pourra faciliter cet exercice des mutations au regard des freins que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, les enjeux sont très importants, les instruments réglementaires sont de plus en plus prescriptifs, pour autant, ça ne résout pas l'ensemble de la question des mutations dans le parc social, et notamment sous l'angle de ce que certains évoquent parfois comme mutation de confort, c'est-à-dire la possibilité d'accompagner ce que je présentais tout à l'heure, qui est cette question de l'aspiration à la mobilité, et finalement cette question des mobilités dans le parc social, qui n'est pas qu'une question d'optimisation du parc social, mais aussi un enjeu d'accompagnement des aspirations naturelles des ménages qui sont déjà logés dans le parc social et qui, comme dans le reste du parc en Île-de-France, doit pouvoir accompagner l'évolution de la situation socio-professionnelle et d'aspiration des ménages.
Tac. Alors, la caméra ne veut pas. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vous laisse la parole, Monsieur Ravel. Messieurs, dames les participants, n'oubliez pas, vous pouvez toujours poser des questions sur le petit module en bas du diaporama. Je vous en prie, Monsieur Ravel, je vous laisse la parole. Ah oui. Ici? Ouais. Ouais. Parfait. Voilà. Oui, si vous voulez. Non, peut-être pas. Parce que ma collègue vient de changer, autant pour nous. Hein, voilà. Très bien. Bon, merci à Catherine pour cette belle introduction. Je ne vais pas du coup revenir un peu plus donc, sur les éléments de contexte, juste rappeler quelques données importantes avant de rentrer dans le vif du sujet. L'Île-de-France, c'est un territoire tendu, extra tendu, plus de 700 000 demandeurs, et c'est les chiffres 2018, 71 000, 72 000 attributions seulement. Donc nous avons seulement une attribution pour 10 demandeurs en Île-de-France. Voilà. D'où la difficulté de la mobilité, avec du coup beaucoup de personnes qui sont en attente et une difficulté croissante de pouvoir répondre aux demandes des personnes qui sont déjà logées dans le parc social. À cela, il faut rajouter un contexte très particulier qui est vraiment aussi un peu atypique dans le contexte francilien. C'est le très très fort contingentement du parc et un poids très prégnant des réservataires. Et tout ça, en fait, donne ce contexte très tendu et ce contexte de contingentement donne une situation très complexe envers les mutations pour les bailleurs sociaux. Alors, les enjeux de la mobilité pour nous, associations régionales, ils sont de fait multiples parce que la mobilité, c'est un sujet transverse finalement qui relie beaucoup de nos métiers. Donc, à la fois, qui dit mutation dit politique sociale du logement et dit politique intercommunale de l'attribution. Et la mutation, traiter les mutations, ça permet de parler à la fois de prévention des expulsions. On va en parler un peu plus tout à l'heure, mais quand on joue sur les mutations pour les personnes qui ont une inadéquation entre le loyer et les ressources, de fait, on va essayer de résoudre ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la prévention des expulsions. On joue également sur les publics prioritaires et l'un des deux dispositifs que je vais vous présenter joue précisément sur ce sujet-là. Et pareillement, vous en avez parlé également, la question de la mixité sociale, voilà, qui de fait peut être inclus quand on parle de mutation. D'autres enjeux, évidemment, sont corrélés à l'enjeu de mutation. On parle bien sûr de proposer une offre en adéquation avec la demande, mais on peut également parler de qualité de service, on peut parler d'occupation du parc, on peut parler d'implication, et ça, l'un des deux dispositifs que j'ai également vous présenter va en parler, mais d'impliquer les demandeurs, et ça, la loi également le demande de plus en plus, à savoir de favoriser ce qu'on peut appeler la location active, location choisie, on l'appelle comme on veut. Et également, et ça c'est on va dire tout l'attrait, toute la spécificité des deux dispositifs que je vais vous présenter, la mutation revêt un enjeu également de convergence partenariale. Et je vais vous présenter de fait deux dispositifs que voici, qu'on appelle dans un paquet global qu'on appelle le pack mobilité, deux dispositifs qui ont été conduits en partenariat, et en partenariat avec qui? Avec l'État et avec Action Logement, qui sont deux réservataires. Je parlais des contingents tout à l'heure, mais deux réservataires très très importants et qui nous ont permis donc de monter deux dispositifs ambitieux que je vais vous présenter juste après cette slide. Avant de rentrer dans ces dispositifs, je vais vous un peu retracer très brièvement la démarche et un rétro-planning finalement. De dire que ce partenariat, il s'est engagé, on va dire, dès 2014, donc ça prouve que c'est bien le partenariat, mais ça prend du temps et que, de fait, la mutation le sujet des mutations est un sujet qui était déjà identifié comme très important à cette époque-là, que ça s'est soldé, en tout cas, ça s'est plutôt traduit en avril 2018 par la signature d'un engagement cadre signé par le président de la RIF, signé par le préfet de région, signé par le président d'Action Logement et signé par le secrétaire d'État au logement en faveur de la mobilité résidentielle dans le parc social d'Île-de-France. Engagement cadre qui
décrivait déjà les deux dispositifs que je vais vous présenter, que le premier de ces deux dispositifs, Échange Habité, donc qui est une bourse d'échange, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, a été lancé dès octobre 2018, que le protocole mutation, qui est le deuxième dispositif, va être lancé dès la semaine prochaine, et que dans les mois qui vont venir, avant l'été, on va également solliciter les intercommunalités d'Île-de-France pour leur demander de s'engager dans ces dispositifs. Pourquoi s'engager dans ces dispositifs? Ça, j'aurai l'occasion de vous le dire, mais l'enjeu de ces dispositifs est de capter le maximum de réservataires. Nous avons déjà l'État, je l'ai dit, nous avons déjà Action Logement, nous avons aussi le contingent propre des bailleurs, mais aussi tous les contingents des réservataires communaux, voire intercommunaux, voire départementaux, qui permettraient, in fine, d'avoir, le maximum de logements pour que ces deux dispositifs soient le plus efficaces possible. Donc, je l'ai dit, ces deux dispositifs, c'est le protocole mutation, qui est un outil bailleur. C'est un outil que les bailleurs auront à disposition et qui permet de faire des mutations interréservataires. J'irai plus loin dans l'explication en présentant ce dispositif. Et c'est un dispositif également qui, ça aussi j'ai pu le dire, mais est centré spécifiquement sur certains types de publics prioritaires. Le deuxième outil, c'est une bourse d'échange de logements, et c'est un outil pour les locataires. En fait, c'est une plateforme Internet, un site Internet qui permet à deux ménages de se rencontrer afin d'échanger leur logement. Ça paraît un peu simple, une idée un peu très intuitive, mais c'est quelque chose qui n'existait pas et qui est très difficilement réalisable. Pourquoi? Parce que c'est difficile à la fois de faire des mutations en interbailleurs et également des mutations en interréservataires. Et la spécificité de cette bourse, c'est qu'elle permet à la fois de faire des mutations interbailleurs et interréservataires. Alors, je vais rentrer sur le premier dispositif, qui est un dispositif technique destiné aux bailleurs, un dispositif qu'on appelait le protocole mutation. Donc, sur cette slide, je vais y aller très rapidement, mais on avait une commande dès le départ. On a su dès le départ qu'on allait être accompagné sur ce dispositif parce que nous, à ORIF, on n'a pas la capacité technique de développer et de suivre sur notre seule capacité un outil de cette taille. Donc évidemment, notre commande, elle était portée à la fois sur le critère innovation, mais également sur le critère partenarial, mais ça c'était déjà engagé, surtout sur un critère de transparence. Étant donné qu'une multitude d'acteurs est inclus dans ce dispositif, et que vous le verrez, chaque acteur y met du sien, on a vraiment un souci de transparence pour que ce dispositif soit vraiment mettre tout le monde en responsabilité et que tout le monde se sente à l'aise et ne se sente pas floué dans ces deux dispositifs. Je parle de l'État, d'Action Logement et prochainement des collectivités, bien sûr. Enfin, on a voulu un outil le plus simple possible. La commande ne voulait pas la production d'une usine à gaz telle que parfois les techniciens que nous sommes peuvent produire. On est aussi conscient de ces problématiques-là. Et on a voulu aussi un dispositif qui permettait un accompagnement le plus efficace possible, le plus simple aussi, et le plus opérationnel. Donc ce protocole, je vous l'ai dit, permet de faire des mutations en interréservataires, mais sur certains publics, ce qu'on appelle des publics cibles, des publics prioritaires. Alors il y a 5 critères pour ce protocole. Il y a le critère, et c'est le critère numéro 1, comme disait Anne-Catherine, à savoir par rapport à la composition familiale du ménage, en tout cas corréler la composition familiale du ménage avec la typologie du logement, que ce soit pour de la sous-occupation ou de la suroccupation. On peut aussi avoir un critère de mobilité professionnelle, un critère évidemment d'inadéquation loyer-ressources, comme on l'appelle, en tout cas permettre à des ménages qui ne sont plus en capacité de payer correctement leur loyer et les charges de changer de logement et de baisser leur loyer. Il y a aussi un critère, le critère également de mixité sociale au sens justement de la loi égalité-citoyenneté, avec quelque chose que les collectivités connaissent bien, à savoir les objectifs premier quartile hors QPV, autre quartile en QPV. Voilà, je ne rentre pas plus dans la complexité. Donc vous voyez que ces critères de priorité, ils sont assez multiples. On peut à la fois avoir des critères de priorité dits des politiques publiques, comme ça peut être le cas pour la mixité sociale.
On peut aussi avoir des critères de priorité typiques à certains réservataires. Mobilité professionnelle, évidemment, fait écho à Action Logement. Et aussi, on peut avoir des critères de priorité qui sont des critères en fait de droit commun, du CCH, article 441-1, je crois, tel que ça peut être pour la sous-occupation, par exemple. Alors, ce protocole, j'ai introduit, mais je n'ai pas encore dit de quoi il s'agissait. C'est un protocole qui permet de faire des mutations interréservataires, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que sur ce schéma, la situation actuelle, c'est que chaque réservataire pense ses logements en stock, comme on dit. Et les mutations ne peuvent se faire que dans ces stocks. Grâce au protocole, les réservataires qui sont dans ce dispositif, donc je le répète, mais il y a l'État, Action Logement, les contingents propres des bailleurs et prochainement les collectivités réservataires qui voudront bien nous rejoindre, les mutations pourront se faire en mutation flux compensé, comme on l'appelle, à savoir entre réservataires. Mais comment c'est possible, me direz-vous? Pourquoi cette situation a été bloquante auparavant et comment le protocole permet justement d'outrepasser ça? Alors ce schéma l'explique très bien. En fait, une situation concrète va permettre de l'exemplifier. On va partir quand un logement se libère. Le bailleur va identifier ce logement comme étant un logement pouvant accueillir un ménage en demande de mutation. Or, auparavant, c'était bloqué, évidemment, si les deux logements n'étaient pas du même réservataire. Or là, le bailleur peut mobiliser au titre du protocole une mutation interréservataire et le réservataire du logement qui a été finalement libéré, qui a permis la mutation, va récupérer immédiatement et automatiquement, quelle que soit d'ailleurs la typologie du logement, quelle que soit sa localisation, quels que soient les critères du logement, va récupérer automatiquement et immédiatement le logement du ménage libéré par le ménage qui a bénéficié de la mutation. Donc c'est ce système-là qui a été signé par les différents partenaires et qui est vraiment la doctrine même du protocole mutation. Et je le répète, les réservataires ne peuvent pas ici et là dire non, sur ce logement-là, je ne veux pas le récupérer. Une fois qu'ils sont signataires, ils sont obligés de récupérer le logement qui a été libéré par le ménage qui a bénéficié de la mutation. C'est ça le principe même du protocole. Alors, au niveau des d'autres, voilà, je vais aller un peu plus loin, mais bon, un seul cas, je dirais, fait exception, en tout cas, un seul cas peut permettre aux réservataires de ne pas récupérer de refuser la mutation. C'est pour un cas très, très précis, pour le cas des logements neufs. Et là, le réservataire peut exercer ce qu'on appelle un droit de veto. Mais encore une fois, en termes de volume, on est sur quelque chose d'assez restreint. Une autre exception, mais qui est encore plus restreinte, c'est ce qu'on appelle les droits de suite entreprise. Action Logement, parfois, et gestionnaires de logements, mais qui sont réservés directement par des entreprises. Or, dans le cadre du protocole, comme ces entreprises-là n'ont pas signé le protocole et ne sont pas finalement au courant, elles ont moyen de se rétracter via un droit de veto également. Alors, quelles sont les échelles de ces mutations? C'est un dispositif Île-de-France. Donc, toutes les mutations peuvent se faire à l'échelle de l'Île-de-France, excepté pour un type de contingent, qui sont les contingents justement des collectivités. Et donc, dans la procédure du protocole, on demande explicitement au bailleur de faire des mutations quand il s'agit d'un contingent communal à l'échelle communale, dans la mesure du possible, et à maxima à l'échelle intercommunale. On ne peut pas faire de mutation intercommunale dans le cadre du protocole mutation, et ça c'est explicitement dit. Et de toute manière, ça ne pourra pas s'appliquer puisque le processus est fait de telle sorte que c'est bloquant si le bailleur essaye de faire une mutation inter-EPCI ou inter-EPT comme on en a en Ile-de-France. Voilà les principes du protocole. Protocole qui permet également, grâce à un outil de suivi, de donner aux réservataires finalement une vue des logements qui ont été des logements et des ménages qui ont pu bénéficier de la mutation, à la fois pour voir statistiquement les compensations de logements qu'il y a eu, pour voir les réservataires sont en mesure de savoir s'ils ont été entre guillemets floués et s'ils ont récupéré disons que des T2 et ils ont perdu tout leur T4 ou T5,
ou vice-versa, s'ils ont récupéré que du PLAI et que un autre réservataire a récupéré que du PLS. Voilà, ils sont en mesure de le savoir, sachant que, évidemment, l'objectif n'est pas de déséquilibrer les stocks de logements de chacun, et que sur l'ensemble des mutations, au global, c'est censé bien sûr s'équilibrer. Donc ça, je l'ai déjà plus ou moins dit, mais on a un outil de suivi qui permet, un outil statistique de suivi qui permet de suivre les mutations avec un attrait quand même, qui est plutôt un attrait buyer. Cet outil vient en fait capter déjà toute la donnée qui est déjà saisie par le bailleur, à savoir dans les bases de données SNE pour les demandeurs et RPLS pour les logements, ce qui permet au bailleur de ne pas ressaisir et faire de la double, voire de la triple saisie dans cet outil de suivi justement. Ça c'est un véritable attrait du dispositif, mais là je sais que je parle à des collectivités, donc ça vous concerne un petit peu moins. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation succincte du protocole. Je pense qu'on peut déjà peut-être répondre à des questions à ce stade. Tout à fait, vous m'avez anticipé. Alors, on a une question de Maria Blake qui nous demande si, mais je pense que vous l'avez précisé, si le pack mobilité, c'est uniquement pour l'Île-de-France. Oui, tout à fait. Alors, c'est un dispositif totalement francilien. Donc, pourquoi il est totalement francilien? Parce qu'il a été développé par l'AORIF, donc Association régionale des HLM d'Île-de-France, en partenariat avec la DRIL, qui est le service déconcentré de l'État, représentant de la préfecture d'Île-de-France. Donc on est vraiment sur un dispositif francilien. Après, il peut être duplicable. Le principe peut totalement être duplicable ailleurs, et même ce serait une très bonne chose qu'il le soit. Mais ça engage aussi les préfets des autres départements. Sachant qu'en Île-de-France, on a un préfet de région. On a un service. On n'a pas une multitude d'interlocuteurs à l'échelle départementale, mais on a un interlocuteur directement à l'échelle régionale, ce qui peut aussi faciliter en tout cas l'adhésion de l'État dans ces dispositifs. Bien. Oui. Si vous n'avez pas de questions, j'en ai. Allez-y, j'ai d'autres questions, mais je vous en prie. Alors, par rapport au point très important du suivi et de l'évaluation du dispositif, par rapport au principe de compensation, j'ai peut-être deux questions. La première, mais c'est peut-être quelque chose qui viendra au terme d'une première année d'exercice du protocole. Qu'est-ce qu'il en est des mesures d'ajustement? C'est-à-dire si un réservataire fait état de distorsions très importantes entre les logements précédents en stock et la réalité des logements transférés par compensation, qu'en est-il des mesures correctives envisagées? Y en a-t-il? Sachant que tout ceci va de fait prendre une consistance différente avec la mise en place de la gestion en flux des contingents prévus dans la loi Elan. Donc ça, j'imagine que c'est aussi des choses qui pourront interférer sur ma question, mais en tout état de cause, dans l'état actuel du droit, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça donne en mesures correctives? C'est une vraie question, mais il n'y a pas d'ajustement prévu. Disons que ce dispositif a été lancé avant même, on commençait déjà à parler de gestion en flux, mais avant même que quoi que ce soit ne soit légiféré. Et justement, ce protocole qui va bénéficier d'un suivi et d'une évaluation va permettre, et c'est une donnée que j'ai oublié de dire d'ailleurs, j'en profite, mais c'est un protocole expérimental. Il est sur 2 ans et il va nous permettre, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'ajustement. C'est comme c'est quelque chose qui n'a pas vocation en tout cas à se poursuivre très longtemps. On verra justement si à travers un système comme ça de compensation c'est un peu de la gestion en flux avant de la gestion en flux, même si on ne sait pas encore ce que va être la gestion en flux exactement au sens des décrets qui vont être écrits. Mais on verra justement s'il y aura des réels déséquilibres et ça permettra peut-être aussi d'ajuster ce que sera la gestion en flux plus tard, si jamais des déséquilibres se feront ressentir et si certains réservataires justement se sentent objectivement lésés parce qu'ils auront reçus en compensation des logements qui ne correspondent pas, par exemple, à leur ménage. Là, on peut prendre un exemple typique de l'État qui a peur de récupérer des PLS, donc avec des loyers, disons, un peu plus élevés que d'autres types de logements sociaux et qui ne correspondent pas aux ménages prioritaires qu'ils ont pour objectif de reloger. Donc, là-dessus, c'est évidemment, et puis on peut dire la même chose d'Action Logement, etc., notamment sur les localisations. Eux, ils ont un intérêt évidemment à ne pas perdre les logements qui sont proches des entreprises. Il y a plein d'enjeux comme ça et ce protocole va aussi permettre, même si ce n'est pas son objectif premier, de voir si la situation s'équilibre, on va dire, automatiquement et naturellement.
Ça fait le lien avec ma deuxième question. Quels sont les indicateurs d'évaluation et de suivi qui ont été définis? Alors, il y a J'imagine qu'il y a une batterie très une importante. litanie d'informations à la fois au logement et au ménage. Donc là-dessus, les réservataires normalement, ils ont de quoi faire. Alors, l'outil en plus permet de visualiser directement des stats. Donc, ça fait tableau de bord, disons. Ils ont aussi possibilité d'extraire des données brutes vraiment qui sont très conséquentes et faire leurs propres statistiques, leur propre suivi finalement. Et c'est des données en plus, comme on est synchronisé avec les bases de données SNE et RPLS, c'est des données qui seront réelles à l'instant T, c'est-à-dire des données à alimenter au fil de l'eau. On sera aussi sur des extractions, on va dire tous les 3 mois ou tous les 6 mois, on verra, mais des extractions un peu analysées, mais ils auront moyen d'avoir un suivi vraiment au jour le jour finalement des compensations de logement et des mouvements de peuplement finalement. Donc là-dessus, on a été très vigilants là-dessus et comme c'est un dispositif expérimental, on est obligé finalement et on doit entre guillemets, on doit rendre des comptes. On est bien conscient que c'est un dispositif quand même partenarial et signé pas par n'importe qui, donc il fallait absolument être très bordé sur cette question-là pour permettre justement de le dupliquer aussi peut-être après. Permettre le suivi et permettre l'évaluation. Il y a le pendant, il y a l'après. Merci. Alors, on a une autre question de Madame Frédérique Demat-Pellors du Grand Besançon. Alors, qui nous demande récupération par le réservataire pour un tour. Oui, tout à fait. Je ne l'ai peut-être pas assez dit explicitement, mais dans le cadre du protocole mutation, c'est le bailleur de fait, vu qu'il exerce, c'est lui qui fait la mutation interréservataire, c'est le bailleur qui va être désigné, qui va être désignataire, mais pour un tour. Et la récupération du logement du réservataire, elle est également pour un tour. C'est-à-dire que il n'y a pas on n'est pas dans une gestion en flux totale justement, où les logements tournent indéfiniment. Quand un logement se libère parce qu'une mutation opère, le réservataire va récupérer pour un tour, c'est-à-dire pourra désigner une fois des candidats sur le logement qui a été libéré. C'est un peu technique, dit comme ça, mais bon, le pour un tour, de toute façon, c'est déjà une notion, c'est déjà un système qui est déjà en place d'habitude. Mais en effet, on n'est pas sur le réservataire va récupérer pour un tour, donc un droit de désignation, mais il ne va pas récupérer le logement. Il va juste pouvoir désigner. Il ne sera pas le nouveau réservataire du logement. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas totalement de la gestion en flux. C'est un système un peu hybride entre ce qu'on connaît. Il est désignataire jusqu'à la signature du bail quand même. Oui. C'est pas juste un droit de présentation. Aussi, voilà, c'est ça. Mais c'est une attribution. C'est une attribution. C'est ça. Merci pour elle. Et Madame Demat-Pellors repose une question. Est-ce que la convention partenariale est disponible? Alors, la convention partenariale, a priori, je dirais que oui. Après, la question est plutôt où. Elle doit être disponible sur nos ressources, nous, à l'ORIF, mais qui ne sont pas forcément publiques, en tout cas pas... Monsieur Ravel verra, et si elle est disponible et diffusable, je la récupérerai, je la mettrai avec la VOD et avec les supports de présentation. Il n'y a rien de secret dans cette signature. Au contraire, même, c'est quelque chose qu'on essaye de valoriser, qu'on aimerait bien valoriser ailleurs. Donc cette convention partenariale, on peut la transmettre. Je vous la mettrai dans les documents joints à la VOD. Merci. Alors, Madame Laetitia Coste, une autre question qui nous demande quel est le volume de mutation via ces dispositifs. Alors, le dispositif va être lancé opérationnellement la semaine prochaine, donc on n'a pas d'état des lieux et nous n'avons pas non plus d'objectif. Au vu des demandes de mutation en Île-de-France, qui correspond quand même à un tiers de la demande, on peut penser qu'on aura beaucoup, mais comment quantifier le beaucoup? On a volontairement pris la décision de ne pas, à la fois de ne pas se mettre de plafond, c'est-à-dire de ne pas limiter le nombre de mutations. Ça aurait pu être le cas, les réservataires auraient très bien pu dire on veut bien être dans une démarche expérimentale de mutation interréservataire, mais pas trop non plus, quoi. Ça n'a pas été le cas en Île-de-France. Et vice-versa, on n'a pas voulu se donner d'objectif parce que le but, c'est surtout de débloquer des situations qui étaient auparavant bloquées. J'ai envie de dire,
quoi qu'il arrive, ce ne sera pas un flop parce que ça débloquera des situations qui étaient Mm. auparavant bloquées. Ça permettra à des ménages de muter pour des raisons plus parfois intolérables, et en tout cas du point de vue de la force publique. Donc, non, non, j'ai pas de chiffres à donner. J'en aurai Mm. pour la bourse d'échange, mais parce qu'on a déjà un petit peu d'antériorité, mais j'en ai pas pour le protocole encore. Et enfin, dernière question. Quelle comptabilisation des compensations en cas de ménage répondant aux orientations de plusieurs délégataires? Exemple, public prioritaire CCH et départemental. Alors, public prioritaire CCH, c'est un peu trop grand parce que nos critères de priorité sont plus précis que les 12 critères de priorité CCH. De même pour les publics prioritaires départementaux, donc dans les ACD. Cette liste de publics prioritaires, elle est plus précise que ça, mais par contre, rien n'empêche un ménage d'être éligible à plusieurs critères des critères de priorité qu'on a définis. Mais bon, pour des questions statistiques, le bailleur et la situation même qui va être évaluée en CAL va être mise en regard d'une situation, d'un critère de priorité plus en particulier. Donc, par exemple, pour un ménage qui est à la fois en situation de sous-occupation et en situation d'inadéquation loyer ressources, ces deux critères-là peuvent être présentés parce que c'est deux critères du protocole mutation. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres critères qui sont des critères de droit commun dans le CCH, mais qui ne font pas partie du protocole, pour la simple et bonne raison qu'il a fallu quand même resserrer les taux et privilégier les mutations vraiment pour les ménages qui sont en extrême besoin, si je veux dire, de fait. Très bien. Elle reprécisait juste la question, elle parlait bien de plusieurs réservataires et non délégataires. Oui, j'avais bien compris. Mais oui. Et nous avons plus de questions. Alors j'en ai une autre. Ah, voilà. Sur l'articulation entre la commune et l'intercommunalité, Oui. vous évoquiez tout à l'heure, je cite, sur les contingents communaux volontaires, des mutations privilégiées à l'échelle communale, Oui. des mutations limitées à maxima au strict périmètre de l'intercommunalité pour les contingents communaux. Exactement. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que on peut pas, enfin, en tout cas, on dit aux bailleurs d'essayer de faire des mutations à l'échelle communale, mais on sait très bien que parfois, il peut y avoir, et puis ça peut être parfois un logement qui est en face, qui est de l'autre côté de la rue, mais sur une autre commune. Et en Ile-de-France, des communes comme ça, on en a un paquet. On leur dit tout simplement de se limiter à l'échelle intercommunale, qui est aussi un critère arbitraire, parce qu'une intercommunalité, ça peut également être de l'autre côté de la rue. Mais dans les faits, on a une procédure qui a été formalisée à travers un guide qui décrit très précisément toutes les étapes que doit respecter le bailleur. On les encourage, c'est disons une bonne pratique d'essayer de faire des mutations à l'échelle communale parce que ça facilitera la mutation et le réservataire sera beaucoup plus enclin, le réservataire communal en l'occurrence sera beaucoup plus enclin à accepter la mutation. Mais étant donné que c'est un dispositif régional, on ne pouvait pas se limiter seulement à l'échelle communale. Et de fait, on a élargi au périmètre de l'interco, qui est le périmètre, on va dire, mais le périmètre des politiques de l'habitat. Donc c'est un peu le périmètre légitime, si j'ose dire, de ce protocole. Voilà. Ça veut dire que c'est écrit en ces termes dans le protocole? C'est écrit exactement ces termes dans la procédure du j'imagine, protocole. des critères d'évaluation aussi. Aussi, ah oui, bien sûr. La mutation au sein d'une même commune. Tout à fait. D'ailleurs, les intercommunalités auront un accès statistique aussi assez. Même les intercos, qui ne sont pas forcément réservataires, auront un accès à cet outil-là. Et on a bien fait attention justement à avoir de la donnée là-dessus sur les mutations infracommunales, intercommunales au sein même de l'EPCI. Et puis aussi les mutations inter-EPCI, mais sur d'autres contingents. Mais il y avait une donnée d'ailleurs que je ne connaissais pas, que vous avez dite, mais c'est que 62% des demandeurs de mutation souhaitent rester dans la commune. Donc voilà, partant de ce principe, on peut aussi penser que le logement que proposera le bailleur au ménage, il y en aura beaucoup qui seront dans le périmètre de la commune. Vous dites rien en revanche des contingents intercommunaux, il y en a quand même quelques-uns en Ile-de-France. Il y en a quelques-uns en Ile-de-France. Pareil, ici, on se limite à l'échelle de l'intercommunalité. C'est pas précisé, mais c'est... Et idem pour les contingents départementaux. Certains départements sont aussi réservataires en propre. Et pareil, on se limite à l'échelle
à l'échelle de la collectivité finalement, excepté les communes où on élargit à l'échelle de l'interco concerné. Dernière question, concrètement aussi, donc il y a un protocole. Si une collectivité souhaite rentrer dans le protocole, elle est signataire d'un protocole qui progressivement va avoir plein de signataires. Enfin, comment ça va s'organiser? Alors déjà, les collectivités ne pourront pas être signataires du seul protocole. Elles seront signataires des 2 dispositifs, de ce qu'on appelle le pacte mobilité. Ah. Donc, elles n'auront pas, entre guillemets, le choix. C'est pas à la carte, quoi. Étant donné que c'est 2 dispositifs complémentaires qui se rejoignent et qui fait appel d'ailleurs aux mêmes partenaires, hein. On est exactement sur les mêmes profils, État, Action Logement, à ORIF. On part du principe que c'est un engagement pas tant envers des dispositifs, mais c'est un engagement en fait envers la mobilité résidentielle en Île-de-France. Et pour ce faire, ces communes, principalement, mettront à disposition leur contingent pour faire des mutations interréservataires. Mais à la fois dans le cadre du protocole et à la fois dans le cadre de la bourse. Et elles seront très rapidement, dans les jours qui suivent, d'abord informées à travers un courrier, puis ensuite tenues au courant, mais bon, ça a déjà commencé dans les diverses réunions préparatoires des CIL notamment. Je sais que sur certains territoires, ils sont beaucoup plus avancés que nous d'ailleurs, mais en Ile-de-France, on est encore à cette étape-là, donc on est encore dans les pourparlers, mais on a déjà des retours très positifs de collectivités, notamment de communes, de services habitat de communes qui sont preneurs de ce dispositif et qui vont essayer du coup de convaincre leurs élus pour mettre à disposition les contingents pour favoriser la mobilité résidentielle. Et les termes du contrat sont consignés les termes dans un bulletin d'adhésion. Un bulletin d'adhésion. Ouais, ils vont adhérer, ils peuvent adhérer. On leur donne, on centralise ça à la ORIF et ensuite on alimentera au fil de l'eau les bailleurs en leur disant quelle collectivité adhère. Donc finalement, par rebond, quel logement vous pourrez mobiliser dans ces dispositifs-là. Donc on a déjà un bon socle avec, en gros on a 70% des logements actuellement avec État Action Logement et les contingents qui ont déjà en propre les bailleurs, mais c'est pas suffisant. On veut vraiment capter le maximum de logements, mais bon c'est une étape un peu longue, fastidieuse et parce que des réservataires de collectivités en Ile-de-France, on en a des centaines. Donc forcément ça va prendre un peu de temps et on sait qu'on n'aura pas tout le monde, hein, on n'est pas naïf. Si je vais être provocateur, je dirais qu'on sait déjà qui on n'aura pas, mais en tout cas, voilà, chaque commune sera traitée à égal là-dessus et informée de la même manière. Mais bien évidemment, la question est stupide, mais je la pose quand même. Une commune qui n'aurait pas signé, qui ne serait pas adhérente, pourra quand même avoir la bourse d'échange active sur sa commune. Elle aura juste retiré ses comptages de réservation. Alors, il y aura toujours possibilité d'échange sur le territoire de sa commune, mais pas si dans l'échange, l'un des logements est sur un contingent communal. Et ensuite, charge à cette commune d'aller expliquer à ce ménage pourquoi il n'a pas pu avoir d'échange. Je parlais de responsabilité en introduction. Là, je pense que on y est, quoi. On y est et on part aussi du principe que chacun y est allé de sa petite concession et que les collectivités pourront également en faire, hein, en ayant conscience que le contingent, être réservataire, c'est l'un des, je vais dire ça un peu de façon provocante, mais c'est l'un des derniers totems des communes, notamment des maires. Donc on peut comprendre qu'ils soient frileux à ça, mais encore une fois, ils comprennent qu'ils ne sont pas dépossédés de leur contingent de réservation. Ils sont dépossédés de la désignation pour un tour, déjà. Et ensuite, ça permet surtout de répondre à des besoins concrets de leurs administrés qui sont locataires du parc social. Donc, c'est... Pas pour un tour, du fait de la compensation. Oui, du fait de la compensation, mais disons qu'ils sont pas, on les dépossède pas de leur, ils vont pas perdre des logements. De fait, ils vont en récupérer d'autres. C'est un autre logement pour un tour. Tout à fait. Une autre question. Alors, si le réservataire récupère le logement pour un tour jusqu'à attribution avec bail signé, les dispositions sont-elles prévues si le logement ne trouve pas preneur? Site peu attractif par exemple, précisant que la question ne s'est peut-être pas posée en Île-de-France, territoire avec forte tension. Alors on a quand même si on est en forte tension, des territoires peu attractifs, évidemment, mais il n'y a pas de... Disons qu'une fois que la compensation est faite, elle est faite. Et on ne peut pas revenir dessus sous prétexte que le logement qui a été rendu en compensation est
est difficilement louable. D'accord. Voilà. D'où l'enjeu du bilan et de l'évaluation. Ouais. Exactement. Et enfin, dernière question sur le sujet, ce sont les communes ou les intercos qui seront signataires? Alors, ce seront les réservataires. Donc, ça peut être des communes, ça peut être des intercos, ça peut être des départements. Chaque collectivité, excepté les petites communes qui ne sont pas du tout réservataires, mais en tout cas, chaque commune est réservataire, toutes les intercommunautés, y compris celles qui ne sont pas réservataires, et tous les départements, et même le conseil régional, seront informés, évidemment. Mais ce seront à la fois tous les réservataires, donc que ce soit des communes ou des intercos. C'était une question de Madame Benimi du Valais de la Marne. Ouais, Paris-Vallée de la Marne, très Voilà. bien. Donc, je lui dis, elle va très bientôt recevoir ce fameux courrier. En revanche, une intercommunalité qui a délégué son droit de réservation ou qui n'en a pas ne peut pas être membre, ne peut pas adhérer au protocole. Si elle l'a délégué, non. Elle sera informée, mais Elle ne peut pas adhérer en tant que collectivité associée. On n'a pas encore réfléchi exactement ça. C'est pas impossible dans les faits. C'est une question qu'on avait pointée. Là, la question, c'est plutôt déjà de capter ceux qui exercent leurs droits. Donc, s'ils l'ont délégué, ils ne l'ont plus. Mais on peut très bien. On se pose la question aussi en ce moment avec la métropole du Grand Paris également, qui n'est pas réservataire, mais qui sera également informée, mais qui est une échelle importante, même si un peu dans le flou en ce moment, mais une échelle importante et évidemment que l'associer, c'est fondamental. On n'a plus de questions, donc je sais si c'est bon pour vous également. On peut continuer. La parole. Voilà, donc un dispositif en amène un deuxième, sachant que c'est plutôt l'inverse, car Échange Habité a précédé le protocole mutation. Alors, c'est une bourse d'échange de logement, donc c'est une bourse d'échange, donc ça permet l'échange de fait, et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On s'est inspiré là-dessus d'autres bourses d'échange. Alors, il y en a une assez connue, qui fait l'objet de pas mal de littérature, c'est celle de Savoie. Haute-Savoie. Haute-Savoie, pardon. J'hésite toujours. Donc, celle de Haute-Savoie, donc, qui a eu un franc succès. En Ile-de-France, on a eu également une bourse d'échange, enfin des bourses d'échange, une en particulier sur le territoire de la ville de Montreuil. Et on a également, par exemple, un bailleur qui a fait sa propre bourse d'échange sur son parc, à savoir I3F quand même, à l'échelle nationale. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais quelque chose qu'on a monté à l'échelle de l'Île-de-France. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un site internet tout simplement, plateforme informatique à destination des locataires qui permet d'échanger le logement finalement, d'être acteur de son parcours résidentiel. Donc là, j'ai pensé que le plus simple pour montrer ce que c'était, c'est de se mettre à la place d'un locataire simplement et de voir comment on s'inscrit et comment. Pour avoir juste messieurs, dames, les participants, si vous voulez avoir le PowerPoint en grand, que ce soit plus lisible pour vous, vous pouvez cliquer sur les 4 petites flèches en haut à droite du diaporama. Alors, la première étape, quand on arrive donc sur le site échangerhabité.fr, c'est déjà une étape d'inscription. Donc là, le ménage va rentrer à la fois son bailleur. Alors, il faut savoir qu'à Paris, donc ce dispositif, oui, j'ai oublié de préciser, mais ce dispositif a été lancé à l'échelle parisienne dans un premier temps, donc en octobre 2018, donc ça fait 5 mois qu'il est lancé, et qui va être déployé à l'ensemble de l'Île-de-France au printemps, là, dans les semaines qui vont venir. Donc 12 bailleurs et 12 plus gros bailleurs parisiens étaient partie prenante de ce dispositif, ce qui représentait plus de 95% du parc social. Donc on avait, disons que cette première étape où on rentre le bailleur, il y a peu de chances qu'on tombe sur un refus, en tout cas de ne pas trouver dans la liste notre bailleur social. Donc on choisit son bailleur et ensuite on a juste à rentrer 2 références qui sont la référence locataire et le numéro du logement. C'est des références qu'on trouve très facilement sur la quittance, sur le bail. Et donc dès le départ, le ménage va savoir si son logement est éligible ou pas à la bourse d'échange. Comment c'est possible? En fait, en background, il y a les bailleurs qui transmettent à cette plateforme des fichiers patrimoine où ils excluent les logements qui ne pourraient pas faire partie de cette bourse d'échange. Un cas typique de logement qui ne pourrait pas faire partie de cette bourse d'échange, un logement qui est dédié à être détruit, par exemple, en cadre de la rénovation urbaine. De fait, on ne va pas favoriser un échange si le logement, un an après, est sous le coup de la pelleteuse, quoi. Donc, dès le départ, le locataire sera
Le locataire, oui, le locataire parc social saura s'il est éligible. Il va renseigner diverses informations. Là-dessus, je ne rentre pas dans plus de détails. Je regarde quand même mes fiches pour voir s'il y a des données importantes, mais non, c'est des données classiques. Il aura une confirmation par mail, ce qui permettra réellement de rendre son profil actif. Et c'est ensuite que ça devient intéressant. Il va pouvoir décrire son logement, c'est-à-dire faire vraiment comme sur PAP, seloger.com, enfin des sites comme ça. Il va pouvoir rentrer les caractéristiques de son logement. Donc à la fois par une description, par des photos s'il en a envie, et également des informations donc sur la droite là, qui sont finalement des informations qui sont déjà pré-remplies. Comme j'ai parlé d'un fichier patrimoine qui était envoyé par le bailleur, on dispose déjà, à partir de la référence locataire, de données du logement. Donc là, le locataire est en droit de décrire ce qu'il veut, de poster ce qu'il veut. Enfin, il y a bien sûr de la modération pour pas qu'il poste n'importe quoi. Et ensuite, après avoir fait l'offre de son logement, il va décrire ce qu'il a envie d'avoir. C'est très important cette étape parce que ça va permettre ce qu'on va appeler plus tard la double correspondance. Mais j'en parlerai juste après. Donc il va, grâce à des réglettes, dire le montant de loyer dont il a envie, la typologie, évidemment la localisation du logement, sa surface et éventuellement d'autres critères comme les accès handicapés ou un ascenseur, ce genre de choses. Et c'est ensuite que l'outil va lui proposer des annonces. Et c'est des annonces qui correspondent à la fois potentiellement à une autre personne en recherche et à lui. C'est pour ça qu'il y a une double correspondance. Par rapport à ce qu'il a rentré et par rapport à ce qu'a rentré une autre personne, le locataire ne va voir que les logements qui peuvent réellement aboutir à un échange. Si l'un des logements qu'il a vu l'intéresse, il a moyen de contacter directement le locataire qui s'inscrit sur la plateforme. Il pourra échanger avec lui à travers une messagerie intégrée. Suite à cela, ils peuvent organiser une visite. Et cette visite, si elle est concluante, là, le bailleur n'a pas la main. Il faut bien comprendre que c'est entre réservataires. Il visite, c'est de particulier à particulier. C'est de particulier de locataire à locataire. Oui. Voilà. Il visite, mais le processus de validation se fait toujours par la plateforme. Là, le bailleur est juste informé qu'il y a un contact entre deux locataires, mais bon, tant qu'ils n'ont pas visité, on ne peut pas considérer que l'échange peut se faire parce que. Et s'il y a une visite, le bailleur sera informé. Le bailleur sera informé qu'il y a une visite, mais il ne sera pas présent au moment de la visite. D'accord. C'est plus tard que le bailleur va vraiment s'immiscer dans le dispositif. Si justement la visite est concluante, les deux locataires devront, de fait, je ne sais plus comment c'est formulé, mais dire que la visite est concluante, tout simplement. Cliquer sur ce petit icône vert, ce qui va amener, de fait, à la constitution d'un dossier d'échange. C'est là que le bailleur revient dans le jeu, si je puis dire, et donc via un processus qui est un processus normal d'attribution, l'échange va commencer la mécanique va commencer à s'enclencher. Donc chaque réservataire, je suis encore sur le protocole. Chaque locataire va rentrer son numéro unique. Les bailleurs vont préinstruire les deux dossiers d'échange avant passage en CAL. CAL avec un S parce que, évidemment, comme on est sur un échange, il y a deux passages en CAL. Et si les deux passages en CAL sont concluants, on passe. Donc, c'est toute la procédure. C'est tout ce qui figure sur le site Échange Habité. En fait, le locataire peut savoir exactement les étapes où en est son dossier finalement. Si c'est en pré-instruction, si c'est en instruction, la date de la CAL, la décision de la CAL. Voilà. Il a vraiment l'information de tout le. C'est très transparent, quoi, l'information de toute la démarche. Si tout cela aboutit à quelque chose de positif, la dernière étape, c'est le déménagement. De fait, avec une contrainte d'importance quand même, c'est que le déménagement doit avoir lieu, les deux déménagements doivent avoir lieu le même jour. Ce qui a demandé au départ, mais maintenant les bailleurs qui ont déjà eu affaire à ça sont un peu plus rodés, mais ce qui demande un petit peu d'organisation et de logistique. Oui. Mais c'est pas du tout impossible. Ça s'est fait sans trop de difficultés. Et voilà. Donc, ça paraît simple dit comme ça, mais ça l'est en fait. Ouais, ça paraît super simple. Et
Donc voilà les premiers chiffres très encourageants de la bourse d'échange échangeabilité. Donc seulement à l'échelle parisienne, je le dis encore, parce que l'élargissement se fera dans les semaines qui viennent. Donc on est vraiment juste à l'échelle de Paris. On est déjà à plus de 6000 annonces publiées, à quasiment 4000 contacts entre locataires. Donc 4000 en fait binômes créés, quoi. Match, si on peut dire. 8000 personnes. Yann Brossa, l'adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, parlait du Tinder du logement social. Donc ça fait 8000 personnes, 4000 matchs du coup, mais... C'est ça, 8000 ménages même. 8000 ménages, ok. Donc vous voyez que entre le nombre de contacts, il y a déjà un peu de perte jusqu'au nombre de visites effectuées. Donc sur le nombre de dossiers, 1368 visites, ce qui amène à 102 dossiers d'échange en cours. Mais certainement que dans les 1368, il y en a qui vont se concrétiser en dossiers d'échange en cours. Et là, actuellement peut-être qu'il y en a d'autres, mais j'ai actualisé les données d'avant-hier, je crois, 5 mars. On en est à déjà 19 échanges réalisés, donc 38 ménages qui a pu changer de logement. En 4 mois. Grâce à l'échange, en 4 mois, seulement sur Paris, encore une fois. Donc voilà. J'ai cette slide qui est pas mal parce que c'est deux dispositifs qui sont complémentaires mais différents. Donc j'ai fait un peu le jeu des 6 différences. Alors, les périmètres, ces deux périmètres sur l'ensemble de l'Île-de-France, alors échangeabilité pas encore, mais ça ne saurait tarder. Donc on est vraiment sur des dispositifs franciliens. On est sur des dispositifs qui ne sont pas tout à fait sur les mêmes publics. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des ménages cibles pour le protocole mutation. On dit qu'échangeabilité, on est sur tous les publics. Alors, il y a écrit hors critères d'exclusion, mais j'en ai donné un tout à l'heure, par exemple, c'est sur les logements voués à être détruits. Alors, c'est assez différent quand même. On a le protocole mutation, on active ce protocole quand un logement se libère, donc quand il y a de la vacance. Tandis qu'échangeabilité, il n'y a pas de vacances. On est sur 2 logements occupés et un échange. Donc le principe clé du protocole mutation, c'est justement la compensation du logement qui a été libéré, tandis que le principe clé d'échangeabilité, c'est l'échange. C'est un peu bête. On est sur des dispositifs, on est sur un dispositif interorganisme pour échangeabilité et interréservataire, tandis que le protocole mutation, on est sur un dispositif interréservataire mais intra-organisme. On ne peut pas faire de mutation interbailleur dans le cadre du protocole. Ça permet de débloquer les situations de mutation interréservataire, mais pas sur de l'interbailleur comme ça peut être le cas sur la bourse. Voilà, l'initiative aussi, ça j'ai pu le dire, mais je préfère le répéter. Le protocole, c'est un outil technique donc, destiné aux organismes. Échangeabilité, c'est un outil public destiné aux locataires. Et ensuite, voilà, le pilotage est un petit peu différent. Échangeabilité est en train de se organiser en groupement d'intérêt économique entre organismes qui piloteront cet outil-là. Le RIF va se détacher de ça et ce sera géré directement par les bailleurs qui ont bien voulu adhérer à ce dispositif. Tandis que le protocole est signé par le RIF au titre de l'ensemble des organismes HLM d'Île-de-France. Donc tous les bailleurs peuvent disposer du protocole mutation. Et nous avons sinon le même prestataire AMO, ce qui aussi peut simplifier le pilotage. Je pense qu'on peut, avant la dernière slide, peut-être qu'on a des questions, non? Non, alors on n'a pas de questions encore. Je vous invite, messieurs et dames participants, n'hésitez pas à poser vos questions sur cet outil échanger-habiter. Alors j'en ai toujours en réserve. Il y a des questions un peu pratiques et un peu moins techniques. En termes de croisement, j'imagine que c'est très volatile, très évolutif. Est-ce que le ménage reçoit des notifications sur sa boîte mail pour dire « Ah bah aujourd'hui, il y a 15 croisements Alors, il a possibilité de les avoir. Il peut, alors je ne connais pas l'outil dans précision, mais je sais qu'il peut cocher des cases pour recevoir tel type d'informations directement sur sa boîte mail et pas seulement sur la plateforme Internet. Donc là, c'est... et puis, je ne sais pas jusqu'où, par contre, va le niveau de détail dans ce qu'il reçoit. Mais bien sûr, il y a l'idée, c'est aussi de les faire sortir de la plateforme. Et bon, il y a aussi, par exemple, une messagerie intégrée dans l'outil. Mais on sait très bien que le plus simple pour eux, c'est qu'ils échangent directement soit par SMS, soit par appel téléphonique, soit par mail. Donc, on les encourage vraiment à discuter de gré à gré avec la personne et ensuite aller sur la plateforme plutôt pour valider les différentes étapes. Et est-ce qu'à un moment donné, le ménage a connaissance du nombre de mêmes personnes intéressées par un même logement? Alors, du nombre, non, mais il a les croisements, mais est-ce qu'il c'est en face, comme quand on réserve un hôtel, par exemple? Peut-être qu'il y a plusieurs personnes potentiellement intéressées. Ah non, là-dessus, non.
Non, ça, il le sait met un pas. peu la pression sur Non, certains non, logements, par exemple. mais pas la pression sur le locataire à ce niveau-là. Non, il y a pas d'outil tel quel, comme ça peut l'être d'ailleurs sur d'autres sites. On n'est pas comme sur booking.com quand on veut réserver une chambre d'hôtel. Mais voilà, en tout cas, le nombre de logements qui correspond à sa recherche correspond au nombre d'annonces qu'il verra, étant donné qu'on est dans un système de double correspondance. Ça me fait penser à une question, s'il y a plusieurs personnes intéressées par le même logement et que ça match plusieurs fois dans le même sens, la personne peut choisir. La personne Avec qui elle peut choisir, échange. elle va choisir le logement, plus Ouais. que la personne Oui, d'ailleurs. mais elle va choisir. Oui, bah, et c'est elle possible. peut recevoir plusieurs demandes à la fois. Quoi. Elle peut recevoir plusieurs demandes. Mais par contre, quand on est dans le processus de dossier d'échange, on ne peut pas être sur plusieurs bon, de fait, parce que là, on rentre dans l'instruction et le bailleur a repris la main. Donc, il peut très bien dire que plusieurs visites ont été concluantes. Et par contre, il ne peut pas enclencher, vraiment le processus d'attribution à droite et à gauche, quand même. C'est pour des raisons. Sauf qu'il propose en cale un ménage. Un ménage. Ouais, tout à fait. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de cotation. Il n'y a pas de cotation, il n'y a pas trois propositions. Il n'y a pas trois propositions, pas de cotation. Voilà. Ça a été envisagé ou pas? Parce que ça peut poser des questions à la fois politiques, stratégiques, d'effets déviants potentiels, des conditions de rapprochement. J'imagine que tout ça, ça a été débattu. Ça a été débattu, mais la question de côté n'a pas été trop mise à l'ordre du jour parce qu'on est sur un échange de droits. En fait. Donc, il n'y a pas. On va dire, si les deux cales acceptent les dossiers, c'est que finalement, les situations économiques, familiales, etc., correspondaient au nouveau logement et que, de fait, c'est une cotation induite, en fait, d'une certaine manière, on pourrait se dire. Sauf qu'il y a deux cales. Sauf qu'il y a deux qui n'ont cales. pas forcément les mêmes priorités, pas forcément les mêmes critères d'appréciation. C'est aussi peut-être pour ça que le sujet de la cotation aurait été très compliqué à mettre en œuvre, étant donné qu'on peut avoir des règlements totalement différents. Alors, on a deux questions de Sabrina Roux, d'Urbanis. Donc, pourquoi le déménagement doit-il avoir lieu le même jour? Alors, je suis un peu embêté pour répondre à cette question. Je pense que c'est essentiellement pour des raisons logistiques. Et pour éviter, étant donné qu'on est sur un échange, donc ces personnes-là n'ont pas de possibilité de loger ailleurs. Quoi. Il faut absolument que les personnes puissent au même moment habiter le nouveau logement. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de vacances du logement parce que sinon la personne est à la rue. Oui. Moi, je pense que c'est la réponse. J'étais pas dans les échanges techniques quand la bourse a été développée. C'était pas moi le rêve qui m'en occupait, mais je pense que c'est ça. Et alors, une autre question, est-il possible que l'échange de logement se fasse entre trois locataires? Ou est-il obligatoire que le locataire A échange avec le locataire B? Bipartie obligatoire. Bipartie obligatoire, on est sur un échange entre... Donc A peut pas donner à B qui donne à C qui donne à A. Non, c'est... Non. Bon, déjà, vous voyez, j'ai montré des chiffres, on n'est pas, même si c'est satisfaisant, on n'est pas sur des volumes énormes. Alors, imaginez si la triangulation nécessaire pour arriver à ce genre de situation, je pense que ce serait excessivement rare. Donc non, l'outil ne permet pas ce genre de situation. Très bien. Y a-t-il est-il prévu un protocole de bonne pratique Oui. D'harmonisation des modalités de fonctionnement entre organismes? Oui, tout à fait. Et par ailleurs, des dispositifs là aussi d'évaluation? Alors, il y a tout comme pour le protocole, il y a au niveau des statistiques que peut ressortir à l'outil, il y a tout ce dont il est nécessaire et tout ce dont les réservataires ont besoin et ont envie de savoir. Donc là-dessus, sur le protocole, on est sur le même plan. Il y avait une deuxième question. Le protocole aussi en termes de bonnes pratiques, c'est-à-dire... Ah oui, sur les bonnes pratiques. Alors, les conditions de fréquence d'écale pour rendre ça possible, de concertation entre organismes, de critères d'appréciation. Il y a la même chose sur les deux outils qui ne se formalisent pas exactement de la même manière. Sur le protocole mutation, on est sur un guide de procédure, quelque chose qui a été travaillé en inter-réservataire, en inter-bailleur, qui mélange à la fois la procédure, donc ce qu'il faut absolument faire, et même les bonnes pratiques. Donc, quelque chose qui est une publication qu'on a diffusée largement à toutes les parties prenantes. Donc là-dessus, c'est écrit, c'est fait. Et sur la bourse, on est plus sur une charte qui a été signée par toutes les parties prenantes et qui est nécessaire d'ailleurs pour intégrer le futur GIE qui s'occupera de la bourse. Une charte alors je ne sais plus comment elle a été appelée, mais une charte
on va appeler ça une charte de bonne pratique, en tout cas, qui retrace toutes les préalables nécessaires pour le bon fonctionnement, les conditions de fonctionnement, qui rappellent aussi des choses évidentes qui doivent être respectées déjà par le bailleur hors ces outils. Si vous voulez continuer, je vous rends la parole. Ouais, j'en ai plus pour très longtemps. Je crois que c'est la dernière slide, oui, tout à fait. Alors, donc, comme je l'ai déjà dit, mais aujourd'hui l'enjeu c'est de porter ce pacte mobilité vers les collectivités locales. Je répète également que les collectivités n'ont pas moyen d'adhérer, en tout cas de libérer leur contingent, enfin de mobiliser plutôt leur contingent pour un dispositif et pas pour un autre. Donc elles adhèrent au PAC ou elles n'adhèrent pas, afin qu'il y ait le maximum de réservataires qui soient dans le dispositif. Donc évidemment, on présente ces dispositifs de telle sorte qu'elles soient convaincues et qu'elles se rendent compte de la plus-value que c'est. Donc la plus-value à la fois parce qu'elles sont réservataires et que déjà ça répond concrètement à des besoins objectifs de mutation. Donc ça c'est toujours bon de le rappeler, j'ai envie de dire. Que ça permet, ça rejoint la question d'Anne-Catherine, mais les outils permettent de suivre de manière précise et régulière les échanges, les mutations, les compensations afférentes dans le cadre du protocole, etc. Et de rappeler que ces collectivités sont aussi pilotes de la politique de l'habitat, que ça permet, ces outils, d'outiller opérationnellement leur CIL et également leur CIA, la Convention intercommunale d'attribution. En Ile-de-France, on a déjà des intercommunalités qui ont, dans les CIA, mentionné, même parfois plus que mentionné, ces deux dispositifs protocole mutation et échange habité. Donc on est vraiment peuvent concrètement dans la réglementation technique parler de ces dispositifs et faire valoir le fait qu'elles vont y prendre part. C'est des outils qui aussi sont fédérateurs, et ça, c'est pas naïf de le dire. Je pense que c'est pas courant comme ça, en plus sur un territoire extra tendu, d'arriver à mettre autour de la table et de faire converger les bailleurs sociaux, l'État et les entreprises à travers Action Logement, et bientôt aussi des collectivités territoriales, y compris sur des territoires qui n'ont rien à voir, autour d'outils partagés. Donc c'est aussi ça, on essaye de leur montrer un peu l'enjeu fédérateur partenarial de ces dispositifs, et de leur montrer également qu'on a essayé, en tout cas, c'était tout notre travail sur les derniers mois, de leur donner un outil clé en main finalement, avec un accompagnement spécifique, une documentation, une possibilité vraiment de répondre à leurs interrogations, tout un travail d'information qui est fait, de rapports statistiques, comme je l'ai pu le dire. Donc, on est vraiment parti là-dessus, et on espère que ce sera suffisant pour capter le maximum et convaincre. Convaincre, non, parce que beaucoup de collectivités sont déjà convaincues, enfin, elles y croient. Après, bon, la décision se fait à l'échelle élue, et de fait, c'est vrai qu'on a des bons retours des services habitat des communes, des intercos. Ensuite, en espérant qu'elles puissent convaincre les élus de prendre part au dispositif. On serait vraiment très heureux de pouvoir maximiser du coup les chances de faire des mutations. Car encore une fois, je le répète, mais plus on a de logements, enfin, plus on a de réservataires, plus on a de logements, plus on a de possibilités de mutation. Et au vu du contexte francilien, ce serait vraiment bien que chacun comprenne. Ouais, que c'est opportun. Et comment vous allez informer les locataires du coup de l'apparition de ce dispositif? C'est via les collectivités? Alors, les locataires, les bailleurs? En fait, on est sur deux dispositifs très différents. Et il y en a un qui n'a pas vocation à être connu des locataires, c'est le protocole mutation. On est vraiment sur un dispositif métier, technique, qui résoudra des situations concrètes de locataires, mais le locataire n'a pas, à aucun moment, n'est au courant de cela, et lui, il n'a rien à jouer là-dedans. En revanche, Échange Habité, on a eu une communication grand public. On a eu un très bon écho d'ailleurs dans la presse. On a pu obtenir des articles, y compris dans le Parisien. D'accord. Donc on a pu avoir une
communication beaucoup plus large, aussi qui s'est matérialisée par voilà, une com grand public, c'est des flyers. Oui, oui, bien sûr. Et on a également demandé aux bailleurs sociaux D'accord. franciliens de prendre aussi à leur charge une partie de la communication, de ne pas hésiter à faire de l'affichage dans les halls d'immeubles, en tout cas au maximum parler de ces dispositifs aux locataires pour que ça fasse bouche à oreille. Et au vu du nombre d'annonces publiées, je pense que la communication a plutôt bien marché. Alors, on a une autre question. Est-ce que vous avez fait la présentation de ces outils auprès des ARHLM? Est-ce que j'ai pu le faire? Je crois pas. Auprès de la FNAC? La FNAC, on les connaît, mais est-ce que j'ai eu l'occasion de le faire? Parce que j'ai eu plusieurs... Je pense pas. En tout cas, pas les deux. Pas les deux. Peut-être qu'ils ont eu le droit à la bourse, mais plus à la jeunesse du projet. Mais on l'a pas fait encore, mais évidemment qu'ils seront au courant d'une manière ou d'une autre. Et que de toute façon, le sujet de la mobilité est identifié par l'USH ou par la FNAR comme étant un sujet central, et qu'on a très l'occasion, lors des réunions techniques, d'en parler. Donc, pour l'instant, vous ne savez pas si ça inspire d'autres associations. Voilà, on ne sait pas encore, même si de fait, on sait que ça pourrait faire boule de neige. Après, on sait aussi que souvent, nos collègues d'autres AR nous disent que ça nous fait sourire, mais apparemment c'est le cas. On a un partenariat quand même assez mûr en Île-de-France. On a quand même plutôt un bon partenariat avec les services de l'État, plutôt un bon partenariat avec Action Logement. Donc c'est grâce à cela qu'on a pu monter ces dispositifs. Et comme je l'ai dit, dès 2014, on a mis les choses sur la table. Donc apparemment, dans d'autres régions que je ne citerai pas, mais les relations sont beaucoup plus tendues avec ces acteurs. Donc de fait, ça paraît totalement tentatoire de monter des dispositifs pareils. Parce qu'entre le premier moment où on l'évoque et le moment où ça se met en place, oui, là, il y a eu 4 ans. Pour notre seul exemple, il y a eu 5 ans. 5 ans se sont écoulés. Donc ça montre un peu la difficulté et donc justement la nécessité de maturité dans le travail partenarial. Vous avez des questions? Bien, non, j'ai plus de questions. On arrive au terme du temps que nous avions prévu, je crois, pour cette conférence. Peut-être deux éléments d'éclairage complémentaires. Premièrement, on voit bien que ces différentes réflexions ont été mises en place pour le cas particulier des mutations interagit très fortement avec des évolutions à venir. Dans le cadre de la loi Elan notamment, réforme effectivement... Poursuite de la réforme des attributions avec la gestion en flux des contingents, avec la question des loyers, alors qu'on n'a pas évoqué, mais qui, à mon avis, dans un certain nombre de cas, va rester un frein quand même sur l'exercice des mobilités. La question de la cotation aussi, qui deviendra obligatoire, et il faudra voir comment ça vient alimenter les dispositifs que vous évoquiez à l'instant. Donc voilà, je pense que dans un an, le bilan sera intéressant aussi, à la fois au regard des résultats obtenus au travers de cette démarche, mais aussi de la manière dont ça va interagir avec des évolutions réglementaires qui vont être assez structurantes sur ces différents sujets. Peut-être deuxième point, un peu de perspective. Là, je fais peut-être écho à la question qui vient d'être posée. On voit là aussi toute l'innovation locale qu'on peut développer sur initiative propre d'un certain nombre d'acteurs. Il y en a d'autres, et je renvoie à une autre webconférence qu'on avait réalisée il y a quelques temps, qu'on peut retrouver, je pense, sur la communauté Habitat Logement d'Idéal Connaissance, mais aussi sur le site internet d'Espacité, qui recueille l'ensemble des jeudis de l'habitat, avec le témoignage d'ABCHLM, qui avait réfléchi depuis de nombreuses années également sur la mise en place d'un dispositif de location active dédié aux mutations, avec un modèle plus anglo-saxon, d'inspiration plus anglo-saxonne que celle-ci, au travers effectivement de l'introduction, y compris de critères de priorisation au sein de la manière dont l'expression des choix résidentiels des ménages est exprimée au travers de ces mutations, et qui, je crois, depuis avance, mais en tout cas de cause, on en a une présentation, je crois, qui date de 2 ans, et qui avait pour vocation à se développer au sein de la métropole du Grand Lyon. Donc voilà, c'est aussi une expérience intéressante, et qu'on peut retrouver sur nos 2 sites internet. Voilà. Très bien. Je la mettrai en ligne également, en lien avec la VOD. Je mettrai un lien vers cette autre VOD, donc du Grand Lyon, d'il y a 2 ans. Merci. Merci beaucoup à vous pour cette webconférence. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions, donc on va pouvoir mettre fin à cette webconférence. Merci beaucoup d'être venus, à tous les deux. Merci beaucoup pour ces éclairages très clairs. Messieurs, dames, les participants, merci à vous d'avoir participé. Ah, je crois que je viens de voir une question apparaître au dernier moment. Hop, je reviens. Non. Merci pour la clarté des réponses. Pour vous.
Donc, avant de vous quitter, messieurs, dames, les participants, je vous invite à répondre à ce court sondage qui nous permet donc, nous toujours de mieux choisir nos thématiques pour toujours mieux répondre à vos besoins. Donc, si la webconférence a répondu à vos attentes, si vous avez d'autres sujets de formation qui vous seraient utiles, si vous avez également vu des bonnes expériences ou des choses, faites-nous en part également pour qu'on puisse le partager aux autres agents. Voilà, donc je vous laisse répondre à ce sondage et j'ai également mis en bas des liens vers des VOD qui pourraient vous intéresser, qui sont un petit peu en lien avec cette webconférence. Et on se retrouve, nous, alors je n'ai pas mis la date autant pour moi. Le 9 mai pour un focus sur les conventions d'utilité sociale. Voilà, et le dialogue entre les organismes et les collectivités. Beau sujet. Très bien, les CUS. Et avant les jeudis de l'habitat, nous on se retrouve courant du mois de mars avec la commune de Fourmis qui a mis en place le permis de louer comme outil de lutte contre l'habitat indigne. C'est la première commune à avoir mis en place ce permis de louer, donc ils ont un retour d'expérience qu'on peut exploiter, donc ça sera très intéressant. Je précise à ce titre qu'il y a une webconférence jeudi de l'habitat également sur le permis de louer et le permis de diviser, avec le témoignage de la métropole européenne de Lille qui date d'à peu près 1 an et demi. Voilà. Que vous pouvez aussi retrouver sur les mêmes pages web. Très bien. Je vous laisse le sondage quelques instants, messieurs, dames, et puis je vous dis au revoir et à très bientôt sur la communauté Habitat.